Bonjour à toutes et à tous. Je suis Julien Bonnet, cofondateur et président de l'association Blockchain Innov qui organise cet événement. Déjà, excusez-nous pour le petit retard de démarrage lié à la météo et aux difficultés de transport de centre-ville et de la rouge. De stationnement. Et de stationnement. Et de stationnement, pardon. Donc, le fil conducteur de cette conférence, cinéma, blockchain et Web3, la broadcasting, est d'explorer les innovations que peut apporter la blockchain à l'industrie cinématographique française. Déjà dans le rapport 2019 de Dominique Estonat du Centre national du cinéma et de l'image animée, du CNC, l'utilité de la blockchain est envisagée sous l'angle d'un nouveau mode de financement privé du cinéma. Le premier panel va aborder la voie disruptive avec deux applications pionnières françaises, Cascade 8 et la DCS, donc la diversité du cinéma français. Nous allons approfondir bien leur stratégie d'approche en infrastructure blockchain. Nous allons approfondir bien leur stratégie disruptive d'approche, comment l'infrastructure blockchain est utile pour l'industrie du cinéma. J'ai l'honneur d'introduire ce premier panel avec Sarah Lelouch, cofondatrice et CEO de la DCF, Yannick Bosselmeyer, CEO de Cascade 8. Bonjour. Et Ingrid Riazio, fondatrice du réseau d'avocats, garde d'avocats. Pour commencer, Sarah, vous pouvez vous nous présenter votre parcours et la DCF en 2 minutes. En 2 minutes, je vais essayer de faire vite. Alors moi je suis productrice. J'ai créé ma société de production il y a 17 ans. J'ai produit d'abord beaucoup d'émissions de télévision. Et après, je me suis spécialisée dans le documentaire. Et depuis 5-6 ans, je développe également mes premiers projets de fiction. J'ai produit des courts-métrages. Et là, je suis donc en train de financer mes premiers courts-métrages. En développant ces premiers films, je me suis rendu compte que le développement, ça je le savais déjà, durait très longtemps, mais le vivre, c'est pas la même chose que quand on le dit. Et en découvrant cette étape fondamentale et passionnante à vivre, parce que c'est beaucoup d'échanges, voilà, c'est beaucoup de ping-pong sur les idées. En découvrant cette étape, je me suis aussi rendu compte que c'était une étape qui était terriblement sacrifiée, surtout depuis ces 10 dernières années. À l'époque, le financement du développement représentait à peu près 8 à 9% du budget total d'un film. Aujourd'hui, on est à 3% et encore, c'est quand vous travaillez des gens qui sont capés, qui ont de l'expérience, qui sont connus, qui vont permettre de mettre des noms et donc de financer un film. Et on est sur le 1% quand ce sont des jeunes talents, voire zéro. Ils misent exclusivement sur les droits d'auteur. Donc déjà, il manque cruellement d'argent. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que sur 10 films développés, il y en a un seul qui va se faire. Il y en a 9 qui ne vont pas voir le jour. C'est très difficile à la fois pour les auteurs et les producteurs, parce qu'ils ont investi du temps, 1 an et demi dans le meilleur des cas, 3 ans, ça va jusqu'à 5 ans. Et j'avais envie, et je me suis posé cette question, comment est-ce qu'on pourrait, non pas sur 10 films, produire 10 films, parce qu'évidemment c'est impossible, mais en tout cas faire monter ce chiffre de 1 sur 10, essayer de passer à 3 ou à 4. Et là, je me suis aussi un petit peu renseignée sur les chiffres en fait, des films qui sortent en salle pour savoir sur quel genre de film il fallait miser. Et là, on se rend compte que sur le top 10 des films qui sont sortis en 2022, il n'y a pas un seul film français, ce que je trouve également dommage pour la France, qui incarne bien la culture. Et les premiers films qui arrivent en tête de ce classement, ce sont des films grand public, populaires, à grand spectacle. L'année dernière, c'est Maison de retraite avec Kev Adams, c'est Simone avec Elsa Zilberstein, les biopics aussi marchent très bien, mais on apprend l'histoire, un père de famille qui va au cinéma avec ses 3 enfants, qui achète du pop-corn, ça lui coûte 150 € à peu près, et il a besoin d'en avoir pour son argent. Et il faut penser à lui. C'est pour ça qu'il va d'abord aller sur des blockbusters, où il va avoir du grand spectacle, et après il veut la garantie de rire ou d'apprendre.
Donc, fort de ce deuxième constat, j'ai eu envie de maximiser les chances et me concentrer et cibler exclusivement des développements de films grand public. Et le dernier point, et peut-être le plus important, c'est qu'on ne le dit pas assez souvent, mais le premier producteur d'un film, en vrai, c'est le public. Et c'est lui qui, au bout du compte, a toujours raison, qu'on le veuille ou non. Et même quand il a tort, il a toujours raison. Et pourtant, on ne lui demande jamais son avis. Et ça, je trouve, en fait, ça quand même assez incohérent et hallucinant qu'aujourd'hui, en 2023, au stade du développement, on ne puisse pas aller prendre la température de ce que veut le public, qu'est-ce que le public a envie d'aller voir. Et donc, ce sont tous ces constats et cette envie de rendre le développement plus facile pour les auteurs, facile, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas plus confortable, parce que c'est comme ça qu'on y est dans des bonnes conditions, que la blockchain, quand on y arrive, la blockchain et le Web3 est apparu pour moi en tout cas une solution formidable justement pour entrer en contact avec le public, puisque le développement, donc il y a l'écriture du scénario, mais pas seulement, c'est le moment où on va faire le casting d'un film, le moment où on va faire le budget estimatif du film, on va pouvoir échanger avec ce public, lui demander par exemple qui vous voyez dans le rôle d'un pharmacien, faire le casting en collaboration avec des professionnels, parce que bien sûr, ce n'est pas le public qui va faire des films, c'est le public qui va collaborer à la création, et on a évidemment un comité de professionnels, et on a évidemment tout le réseau de la profession et qui soutient cette démarche et qui vont accompagner les développements de films. Donc, communiquer avec le public dans la création, mais aussi donner l'opportunité à monsieur et madame tout le monde de venir déposer une idée, même si c'est 4 lignes. Souvent dans un dîner, il y a quelqu'un qui va dire « Ah, j'ai un super pitch, imagine, voilà, ce mec qui fait ça, il descend et puis il a vu ça. » Et bon, de temps en temps c'est nul, hein, mais parfois c'est très pertinent et c'est dommage parce qu'il n'en fait rien, c'est normal, il ne travaille pas dans le cinéma, il est peut-être banquier. Et bien là, on a envie, dans les 3-4 prochaines années, de devenir assez gros, important et connu pour que cette personne-là ait le réflexe de venir déposer ces 4 lignes. Et c'est là aussi où la blockchain est vachement importante, parce que déposer 4 lignes, c'est prendre un risque aujourd'hui. Si on devait le faire sur Internet, on aurait toutes les chances de se faire voler les idées. En tout cas, on en aurait peur, de se dire on donne ça et d'essayer de prendre l'idée, on la transformer. Donc c'est tout d'un coup de passer par la blockchain en déposant cette idée, c'est certifier et garantir à tous les porteurs de projets que c'est leur idée, qu'ils la perdront jamais, qu'ils pourront toujours la revendiquer. Voilà. Merci Sarah. C'est plus que 2 minutes, pardon. C'était très intéressant. Merci. Merci Sarah. Donc Yannick, pouvez-vous également vous présenter Cascade Heck, pour ceux qui ne connaissent pas? Bonjour, Yannick de Sommeyer, je suis la dirigeante d'une société qui s'appelle Cascade, qui est la filiale technologique d'une société de production et de financement qui s'appelle Logical Pictures. On a fondé en 2016 avec mon associé. On est plutôt issu historiquement du monde de la finance et de l'entrepreneuriat, notamment du financement et de l'innovation. Et par passion, on est arrivé ensuite dans le cinéma et comme on ne se refait pas, évidemment, on s'est dit qu'il y avait quand même de l'innovation aussi à apporter là-dedans. Et notamment, quand on a constaté en faisant le film les problématiques qu'il y avait sur la remontée des recettes et des revenus, que ce soit en termes de délai, en termes d'exactitude des décomptes, ce type de choses, on s'est dit qu'il y avait un peu d'optimisation à faire et qu'il y avait des outils à développer là-dessus. La société ingénieure, très intéressée par la technologie notamment, il y avait déjà entendu parler de la blockchain, on a regardé les applications que ça pouvait avoir, et les propriétés de la blockchain en termes de transparence, d'automatisation, nous ont semblé pertinentes pour le domaine. Donc on a commencé à travailler sur un projet de longue haleine qui s'appelle BlockFriends, qui est un outil de gestion des revenus et des droits en fait, des œuvres, qui est connecté à la blockchain. Donc, on est en train on a développé beaucoup de modules indépendamment les uns des autres
ces dernières années. Et puis là, on est en train de développer la première version qui sera commercialisée en janvier 2024, si tout se passe bien. Et voilà. Merci Yannick. C'est mieux les 2 minutes que... Ingrid, pouvez-vous également présenter votre parcours et avant-garde avocat pour ceux qui ne connaissent pas? Merci. Alors, moi j'ai peut-être un petit peu plus long. Pourquoi je me place, comme tu m'as invité, dans le cadre des femmes pionnières? Parce que j'ai découvert la blockchain en 2017. Moi, je pense qu'il faut d'abord démystifier la blockchain. Parce que la blockchain, c'est quoi? C'est un protocole informatique, cryptographique et logiciel. C'est exactement la même chose que le protocole qui sous-tend Internet. Sauf que là, c'est un Internet avec les caractéristiques qu'on connaît, transparence, fiabilité, transparence de tous les échanges, fiabilité, sécurité, etc. Et ce protocole, puisque je travaille dans les industries culturelles et créatives depuis 20 ans, je suis avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle, en droit du cinéma, en droit de l'entertainment, et la traduction anglaise c'est entertainment lawyer, digital lawyer. Je me suis intéressée donc à ce protocole pour le potentiel dans le cadre des industries culturelles et créatives. Et là, j'ai vu un véritable renouveau pour pallier aux problématiques qu'on a rencontrées sous la première vague du Web 2. Et le premier point favorable que j'ai identifié, c'est celui dont a parlé effectivement Yannick, c'est-à-dire le workflow, c'est-à-dire la remontée transparente des recettes, surtout la remontée moins opaque et plus rapide. Pourquoi? Parce que moi, j'ai été saisie de beaucoup de dossiers, j'ai une activité plaidante évidemment. Je suis vraiment issue de l'avocature de base et j'ai eu une activité plaidante à la fois pour des producteurs et pour des réalisateurs. J'ai constaté la paupérisation d'un certain nombre de scénaristes parce que les producteurs leur disent nous, on est soumis donc, à cette cascade des recettes et des remontées de recettes, et parfois il y a un intermédiaire qui tombe en faillite, et donc il y a des recettes qui ne remontent pas. Donc là, la blockchain, par ces mécanismes, je me suis dit, là, il y a un véritable apport possible, une potentialité, et ce qui m'a intéressé, c'est de développer ça. Dans ce cadre-là, j'ai adhéré à la Fédération française des professionnels de la blockchain, qui existe depuis 2018. Donc, nous avons beaucoup d'actions, notamment auprès de Bercy et des pouvoirs publics. Nous avons ouvert un hub, enfin en tout cas un secteur industrie culturelle et créative que j'ai le plaisir et l'honneur de gérer. Et nous agissons activement pour que les industries culturelles et créatives comprennent la potentialité de la blockchain. Donc ça, c'est pour mon activité, ma place et Avant-Garde Avocat, qui est donc un groupement que j'ai initié, qui comprend à 360 degrés des professionnels de pointe, de mon niveau, c'est-à-dire expérimentés, qui connaissent les industries de la culture, à la fois sur la fiscalité, l'ingénierie d'affaires et bien sûr la propriété intellectuelle. Et en ce qui concerne les points juridiques, j'en ai identifié plusieurs, mais notamment, on pourra revenir à la suite des discussions. Merci Ingrid. Donc, première question pour Sarah. La DCF explore une nouvelle monétisation des droits d'exploitation d'un film en amont pour lever du financement et en aval pour faciliter la rentabilité, liquidité des droits d'exploitation secondaires du film. Quels sont les obstacles que vous avez rencontrés? Pour l'instant, ce sont surtout des obstacles juridiques. C'est un univers où on découvre des règles. Il y a des règles qui n'existent même pas. Donc, je dirais que ça, c'est le premier obstacle. Donc, voilà, après, je n'ai pas encore d'obstacle autre que celui-ci, mais c'est déjà beaucoup. D'accord. C'est positif. Oui, c'est positif. Après, sur les droits, aujourd'hui, on va NFTiser tous nos films sous forme de smart contracts.
À mon avis, c'est ce qui va se passer d'ailleurs pour l'ensemble du cinéma dans quelques années, même peut-être dans 2-3 ans, je sais pas ce que je propose, mais donc voilà. D'accord, ben merci Sarah. Yannick, Cascade A s'adresse à la traçabilité, la transparence, la rapidité, l'automatisation de la remontée des recettes. Le projet a mûri depuis 6 ans déjà. Ce temps de maturation en R&D a-t-il permis de construire un business model ou un modèle économique en français? Alors effectivement, la première preuve de concept est sortie en 2018 sur le film Terraoui. Et suite au succès qui montrait que techniquement on pouvait gérer un waterfall, donc une cascade de revenus très complexe, parce que sur ce film le waterfall est très complexe, via la blockchain. En gros, c'était de mettre 1 euro de recettes à l'entrée, puis de vérifier que tout à la fin de la chaîne, les bons montants étaient arrivés dans les poches de chaque personne. Donc ça marchait. On s'est dit qu'on pouvait lancer le projet, donc le temps de monter les financements, etc. Donc ça fait quand même un peu moins de 6 ans qu'on travaille là-dessus, ça fait 4 ans. On a fait plusieurs constats. Le premier, c'est que la blockchain, c'est quand même très nouveau, c'est une technologie qui n'est pas très mûre. Et donc, développer des choses sur la blockchain, c'est assez compliqué, c'est assez cher, et c'est pas toujours la réponse à tout. Il faut faire attention à quand on met de la blockchain, on met pas de la blockchain. Donc ça, il y a pas mal de réalités sur le sujet. Pourquoi il était pertinent de mettre de la blockchain? Quelle blockchain? Il y a des blockchains privées, des blockchains publiques, on en parlera après, je crois. Donc, et puis plusieurs blockchains, évidemment, Ethereum, Tezos, etc. Et puis il y avait des choix techniques à faire. Au-delà de ça, il y a quelque chose qui s'appelle la résistance à l'innovation, la résistance au changement. Et là, on parle quand même d'injecter de la transparence dans un secteur qui n'est pas très transparent. Donc c'est un sujet de fond, c'est un sujet sur lequel nous on a beaucoup travaillé, notamment directement avec Dominique Boutonnat, avec Vincent Florent, qui sont très porteurs du sujet et du CNC. Ça a abouti il y a à peu près 2 ans d'échange à l'appel à projet transparence, qui a voulu faire émerger des projets permettant d'améliorer la transparence des revenus dans le monde du cinéma, permettre d'avoir davantage de financiers dans le secteur, puisqu'on sait que le financement, c'était déjà un peu compliqué avant, mais ça devient encore plus. Et donc on a eu le plaisir d'être lauréat de cet appel à projet, ce qui nous permet un peu de développer la version commercialisée dont on parlait. L'implication des pouvoirs publics en fait est clé, et ça c'est pareil, c'est quelque chose qui ne prend pas quelques mois. C'est quelque chose qui se fait sur la durée. Maintenant, on a du monde avec nous qui est convaincu du sujet. Et enfin, on s'est dit que pour amener les acteurs du secteur à travailler avec cet outil, il fallait que ce soit au sein d'un écosystème technologique qui leur propose autre chose que juste la transparence. Et donc, on a développé des outils connexes, notamment l'écosystème Archipel, Archipel Market, Archipel Content, qui sont des plateformes web, qui ne sont pas blockchain pour l'instant, qui permettent aux vendeurs, aux producteurs et aux acheteurs de promouvoir, de s'acheter des films et des séries, enfin, du contenu audiovisuel, pas de tout pour l'instant, mais du contenu assez large quand même. Parce que ça, c'est quelque chose qu'ils ont l'habitude de faire, d'acheter du contenu, d'en vendre. Et l'idée derrière, c'est que ces plateformes, on va les connecter à d'autres comptes après. Donc, s'ils le souhaitent, les contenus qu'ils vendent sur ces plateformes seront gérés, les revenus seront gérés à la blockchain, et ça va se faire relativement automatiquement. Donc, il y a une approche directe à la fois, parce que bien sûr, il y a quand même des gens dans le secteur qui comprennent qu'on ne peut pas forcément rester sur ses acquis, qu'il faut innover, etc. Et donc, ils sont prêts à tester des nouveaux outils. Et puis, il y a aussi une partie des gens qu'on a amenés de manière plus indirecte là-dedans. Voilà ce qu'on a fait ces derniers mois. Merci Yannick. Ingrid, vous êtes spécialisée dans le droit des industries créatives et culturelles. Pourquoi la blockchain dans les industries créatives et culturelles? Pour les innovations qui émergent, donc celles que les possibilités de recherche et développement peuvent porter, un petit peu ce que nos 2 interlocutrices ont développé. Pour le tsunami Web 2, qui a bouleversé d'abord l'industrie de la culture, l'industrie de la musique,
Et là, la SACEM elle-même développe un outil et est assez précurseur là-dessus. Le CNC aussi, bien sûr. Donc l'ensemble des sociétés d'auteurs vont s'orienter là-dessus, ce qui veut dire qu'il y a un réel besoin, et besoin d'un outil qui est apparu, il faut savoir quand même qu'il a été saisi, cet outil, par la finance. C'est le Bitcoin. La blockchain, c'est d'abord le protocole qui sous-tend le Bitcoin. Et avec la fondation en 2015 Ethereum, Vitalik Buterin, il y a eu une deuxième type de blockchain qui a pu permettre d'autres utilisations. Et là, les industries culturelles et créatives, pour moi, ont trouvé une porte décisive. Et donc, c'est à travers, j'allais dire, l'effondrement, ou en tout cas les défaillances de l'ensemble des industries culturelles et créatives, enfin, de l'ensemble des points qu'on peut retrouver dans les industries culturelles et créatives, que j'ai personnellement expérimenté en tant qu'avocat plaideur et avocat conseil, voilà, pour lequel je me suis intéressée à la blockchain dans les industries, particulièrement dans les industries créatives et culturelles, peut-être un peu moins dans la DeFi, mais beaucoup aussi dans l'innovation, dans les innovations d'infrastructures qui utilisent la blockchain, sans forcément que ce soit applicable aux industries culturelles, mais qui pourraient avoir une vocation à s'appliquer aux industries culturelles et créatives. Merci Yannick. Vous avez cité la date d'Ethereum 2015, autant citer aussi 2008, la date de la création de Bitcoin, et on voit que ça reste des technologies jeunes, 15 ans cette année. Sarah, vous avez lancé votre ICO au moment où les cryptos passaient en bear market. Quel est le bilan post-EB de son ICO en bear market? Alors oui, ça a été notre premier obstacle, effectivement, ça a été le crack de la crypto. Mais mine de rien, cet ICO nous a beaucoup appris et a été un succès dans l'échange avec le public et dans ce qu'on a quand même réussi à faire, c'est-à-dire de lancer des premiers films en développement avec l'argent qu'on a récolté. On a lancé l'ICO 2 semaines avant que le crack arrive, donc c'était pas cool. Mais en 2 semaines, on a récolté 200 000 €. C'est vraiment du jour au lendemain que les gens ont arrêté de chercher du clap, puisqu'on avait créé cette crypto-monnaie. Mais en fait, c'est grâce à cette ICO aujourd'hui que le projet a pris beaucoup plus d'ampleur, de clarté, et nous a rassurés dans la démarche à avoir avec ce nouveau mode de développement dans le cinéma qui est donc en interaction avec le public. Et surtout, on a découvert toutes les nouvelles façons qu'on a de monétiser maintenant des films. Et donc, je pense que si on n'avait pas vécu cette première expérience de l'ICO, on n'aurait pas. Parce que moi, il y a 1 an et demi, j'ai pris des séminaires sur la blockchain. C'était des termes très étrangers pour moi. Voilà, donc smart contract, unité, tout ça, c'était des choses que je ne connaissais pas. Donc, on a établi cette dynamique. Et donc, en lançant cette ICO, j'ai beaucoup appris. Je suis encore beaucoup de choses à apprendre, mais j'ai beaucoup appris. Évidemment, les associés sont beaucoup plus calés que moi sur cette partie-là. Mais en apprenant, on s'est rendu compte en fait qu'il y avait un boulevard devant nous pour justement récupérer des fonds pour développer des films. Donc ça, voilà, c'est. Merci Sarah. Je peux vous dire. Ingrid, vous avez cité tout à l'heure, Yannick, vous avez cité tout à l'heure votre produit Blockframe. Pouvez-vous nous donner les détails du développement de Blockframe et votre motivation de choisir une blockchain, parce que j'ai compris, publique semi-ouverte? Oui, alors c'est un projet assez évolutif en termes de choix de blockchain. La première question que CTO pose quand on a un projet blockchain, mon directeur technique, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de la blockchain? Et il a raison, parce qu'on trouve de la blockchain que vraiment là où on a besoin.
Donc, le constat qu'on a fait, c'est qu'une blockchain complètement publique, comme Blockframe, ça ne va pas parce qu'on a quand même un minimum de secret des affaires à gérer, malgré la transparence. Tout le monde ne peut pas afficher CMG ou ses conditions de vente aux banques publiques, c'est possible. En revanche, il y a certaines données qui doivent être transparentes. Donc, du coup, en même temps, une blockchain privée, ça sert à rien. Tout le monde n'est pas très fan des blockchains privées. Hein. Globalement, autant faire un truc sur serveur qu'en fait une blockchain privée en général, parce que ça coûte moins cher et c'est tout aussi efficace. Donc, pour l'instant, le modèle qu'on développe, c'est un modèle qui est principalement sur serveur, mais avec une possibilité d'enregistrer les données qu'on souhaite rendre publiques sur la blockchain. Et ensuite, on va évoluer, et là on a encore pour 2-3 ans de développement, vers quelque chose qui connecte vraiment intégralement la blockchain privée et la blockchain publique. On bosse principalement sur Ethereum. Et donc, côté blockchain publique, on va probablement rester sur Ethereum, donc maintenant les problèmes environnementaux ont été quand même relativement résolus. Et donc tout l'enjeu, ce sera d'arriver à développer une partie sur blockchain privée, la partie qui doit rester confidentielle, mais tout en gardant ses propriétés d'automatisation, etc. Et puis de fiabilité, quoi, sans tiers de confiance, parce que c'est quand même ça l'objectif de la blockchain, c'est de sortir du tiers de confiance. Alors que tant que vous êtes sur serveur, vous avez un tiers de confiance. Et donc si le tiers de confiance, par exemple, fait faillite ou tombe, etc., qu'est-ce qu'il a bien de la donnée, quoi. Comment on la récupère. Donc ça, la blockchain, ça apporte de la sécurité là-dessus. En revanche, pour ça, comme il y a encore du développement, il faut que les technologies du blockchain privé mûrissent encore un peu. Pour l'instant, ça ne porte pas au top. Et puis, on se donne rendez-vous pour la version finale. On va suivre ça de près, alors. Merci Yannick. Ingrid, en tant qu'avocate spécialisée au cinéma, industrie créative et culturelle, pouvez-vous nous préciser les enjeux juridiques de l'implémentation de la blockchain dans le milieu du cinéma? Alors, d'un point de vue général, les enjeux juridiques sur la blockchain, on est encore dans la phase prospective, sauf bien évidemment la régulation financière qui est intervenue très rapidement, notamment sur les ICO, dès 2017-2018 et bien sûr l'impact 2019. Aujourd'hui, il y a l'environnement européen avec le règlement MiCA qui est quasiment en voie d'adoption. La France, le Parlement, la loi française qui a un peu accéléré l'entrée en vigueur. Donc tout ça, l'entrée en vigueur de la directive au 1er juillet cette année, alors que c'était prévu pour 2024. Donc tout ça est d'abord l'environnement législatif dans lequel on évolue aujourd'hui avec, sur beaucoup d'autres points, une prospective à élaborer. Donc on est beaucoup de juristes à réfléchir là-dessus. Et dans le cadre de ces prospectives légales, on a absolument besoin, et là c'est un de mes chevaux de bataille, de réunir l'univers de la technologie, donc les codeurs, les développeurs, avec les juristes, pour que les interrogations qui sont posées puissent être intégrées dans le cadre des développements de recherche et développement. Et donc dans le cadre de l'implémentation des outils véritablement technologiques. Et ça, c'est un des comités que l'on a fondé, que l'on a mis en place au sein de la Fédération française de la blockchain, en coordination avec l'AFNOR. L'AFNOR, c'est la partie française de la normalisation ISO. Et donc là, on a une nouvelle branche métavers qui s'est ouverte. D'ailleurs, Sandbox y participe, merci. Qui va nous apporter des éléments sérieux. Pourquoi c'est important la normalisation? Parce que c'est un ensemble de recherche et développement de beaucoup de grandes entreprises. Et à mon avis, et ça je l'ai senti tout de suite, la normalisation est un élément qui permet d'apporter une soft law et surtout des éléments technologiques indispensables pour que
le législateur puisse élaborer une loi adéquate. Moi, j'ai vu à travers le Web 2 l'évolution, on a couru après, depuis la directive 2001, puis la directive 2006 sur le commerce électronique, on a couru après les évolutions technologiques et on a remarqué beaucoup d'inadéquations qui finalement ont été à peu près palliées par la jurisprudence et les avocats et les juristes. Donc, dans le cadre des comités AFNOR et FFPB, on est en rapport avec des juristes, mais des juristes de très haut niveau, parce que c'est des professeurs d'université, des notaires et un certain nombre de juristes qui ne sont pas forcément des avocats. Moi, j'en fais partie, notamment, moi, on n'est pas beaucoup. Mais par exemple, on a sorti un livre blanc sur les standards, donc les standards technologiques des NFT. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu qu'à travers le codage de ces standards, on pouvait relier des points juridiques fondamentaux. Et donc, ce livre blanc est disponible sur le site de l'AFNOR et de la Fédération française de la blockchain. Pour ceux qui veulent entrer dans le détail, vous avez donc un appel à consultation, de même que pour le métaverse, qui a été lancé à l'ensemble des opérateurs qui travaillent là-dessus. Donc voilà mon approche générale juridique. Et pourquoi cette approche est importante dans le cadre du cinéma? Parce qu'elle les ponts cinéma-blockchain doivent tenir compte de l'ensemble de ce cadre juridique général qui est mis en place. Après, spécifiquement, je ne sais pas si vous voulez que je les aborde tout de suite, spécifiquement, il y a 3 points, à mon avis, parmi les points importants. Il y a un premier point qui est fondamental, c'est l'adaptation de la chaîne des droits, des contrats spécifiques au sein de l'industrie cinématographique. Et quand même, avant, on parlait d'une entreprise culturelle et créative. Aujourd'hui, c'est l'une des premières. On sait que le cinéma est une industrie créative. Aujourd'hui, on parle des ICC, industrie créative et culturelle. Mais très rapidement, le cinéma s'est imposé comme une industrie où la finance est fondamentale. Il y a l'artistique d'un côté et il y a la finance. Donc c'est pour ça qu'on retrouve parmi les producteurs, d'ailleurs, de plus en plus nombreux, on retrouve des ingénieurs qui ont intégré des ingénieurs financiers, comme Frédéric notamment, et comme beaucoup de membres dans ce domaine-là en France, et aux États-Unis également. Et donc, ce premier point fait qu'il faut revoir l'ensemble de la chaîne des contrats, que ce soit au niveau des auteurs, que ce soit au niveau de la production, et que ce soit bien évidemment au niveau de la distribution, qui est encore un secteur un peu récalcitrant, sauf dans le cas de Cascadet, vous avez le groupe, Logical Picture, derrière vous, et donc vous avez l'avantage d'être producteur, distributeur, et donc de maîtriser l'ensemble des contrats effectivement donc ça, c'est le premier point d'attention sur lequel il y a une véritable ingénierie juridique contractuelle qui est parfois un peu négligée, soit pour les projets qui ont des contrats antérieurs, soit pour les nouveaux projets qui veulent effectivement, pas mal de producteurs nous contactent en disant oui, nous on a envie, il y a un hub auprès, par exemple, voilà, je l'ai mis la BPI French Touch. J'ai participé à quelques-uns des panels qui réfléchissent sur les innovations dans le domaine du cinéma et des industries créatives. Et donc, dans ce cadre-là, c'est un point de vigilance fondamental. Et d'ailleurs, on a eu aux États-Unis un procès, l'un des premiers procès, qui est le procès Tarantino contre Miramax, qui a montré la problématique juridique de cette adaptation de la chaîne contractuelle. Pourquoi? Rapidement en 2 mots, Tarantino a décidé de lancer les NFT, donc c'est très bien vendu, utilisant les éléments de son scénario dont il avait les droits à part entière.
Miramax n'a pas vu de ce même œil parce que il y avait une interprétation à faire sur est-ce que la publication numérique incluait ou pas l'exploitation par NFT, qui est une exploitation numérique, mais qui est une exploitation particulière parce qu'il y a quand même un schéma économique qui est très différent du schéma économique qui était prévu dans le contrat, évidemment, initial. Et donc, on voit bien l'importance de localiser. Alors, l'affaire s'est terminée par un accord confidentiel, comme souvent ça arrive à Hollywood. Pourquoi? Parce qu'il y a un enjeu fondamental. L'enjeu pour les grands studios, c'est effectivement qu'il n'y ait pas un précédent. Parce que là, il va y avoir évidemment un ensemble d'auteurs, réalisateurs, producteurs, parce que c'est vraiment la tendance à Hollywood depuis très longtemps, qui auraient envie de se saisir notamment des NFT et de la relation avec le métavers, qu'on verra tout à l'heure, pour faire évoluer leur modèle économique. Donc ce point de vigilance sur les contrats, il faut absolument l'examiner. Donc évidemment les contrats français, les contrats américains, mais il y a beaucoup de points de convergence, surtout les contrats américains, en anglais c'est un petit peu plus compliqué, sur lesquels on peut avoir un travail commun, et moi évidemment j'ai des correspondants aux États-Unis, sur lesquels on a des réflexions, sachant que les Américains sont très avancés par rapport à nous, et que par exemple les agents aux États-Unis, les agents et les avocats sont nettement distingués, les agents et les avocats travaillent déjà, et c'est déjà ce qui se fait dans les nouveaux films, sur l'adaptation des clauses relatives aux NFT. Et bien évidemment, le deuxième point très important, c'est que quand on met en place une infrastructure comme l'ont fait la DCF et Cascadate, c'est de s'inscrire dans la régulation numérique. Et qu'est-ce qu'on promet finalement dans le cadre des NFT ou des tokens? Qu'est-ce qu'on promet, qu'est-ce qu'on avance auprès des souscripteurs, que ce soit des investisseurs ou des publics? Est-ce qu'on leur promet un rendement financier, soit qui est baqué sur le catalogue comme le modèle de la DCF, soit qui est baqué sur quelques films, comme vous pouvez effectivement le faire, soit qui est baqué simplement sur des outils promotionnels que peuvent être des NFT. Et là, on a directement ce que j'expliquais dans le cadre général, c'est-à-dire la régulation financière qui intervient entre la question qu'on pose souvent en anglais, qui est est-ce qu'on est sur securities ou est-ce qu'on est sur utilities? Utilities, c'est les services, et encore faut-il vérifier lesquels, et securities, c'est les titres financiers à l'équivalent d'une share, comment dire, d'une action. Voilà. Voilà. Donc d'une action, et donc dans ce cadre-là, la régulation qui est en place a pleinement vocation à s'y appliquer. Et je dirais qu'il faut, dans le cadre des industries du cinéma, avoir une approche by design, c'est-à-dire dès le début. Donc je vais un peu plaider pour ma maison, se faire accompagner par des avocats et des juristes qui sont à la fois formés technologiquement et bien sûr qui connaissent bien toute l'évolution de l'industrie cinématographique dans ce cadre-là. Et je vais terminer juste par un point en disant que c'est pas complètement nouveau que l'industrie cinématographique ait été confrontée à des problématiques disruptives. Pourquoi ça, moi, je l'ai suivi de près. Est arrivé, alors d'abord la cassette, et puis surtout le DVD, l'exploitation numérique initiale avec un support. Et le DVD, on a dû adapter les contrats. Pourquoi? Parce que est-ce que l'exploitation numérique via l'exploitation l'exploitation par voie de DVD était-elle une nouvelle exploitation ou simplement une exploitation non prévue et imprévisible qui est inclus dans le code de la propriété intellectuelle?
et sur lequel on devait réfléchir. Donc, est-ce qu'on devait simplement garder l'ancien contrat ou bien l'adapter? Eh bien, il y a eu beaucoup de réflexions, y compris avec les sociétés de gestion collective. Et ce qui a déterminé l'insertion de nouvelles dispositions, c'est qu'il y avait un nouveau modèle économique. Donc, on n'est pas dans un no man's land juridique par rapport aux nouvelles problématiques. Merci Ingrid. Avant de clore ce panel, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Sarah, Ingrid ou Yannick? Je voudrais juste, pardon. Allez-y. C'est juste un petit, Jean-Pierre Bien-Aimé, c'est juste un petit commentaire sur ce qu'a fort justement dit Ingrid, c'est-à-dire que ces technologies sont très évolutives, elles sont en développement, et bien souvent, moi je suis un homme des télécoms, et je vois avec les générations, les 3G, 4G, 5G, maintenant on parle de 6G, on en parle peut-être un peu trop vite, et je pense qu'entre la communication sur des technos en développement et l'accomplissement réel, la mise en place finalisée de ces technos, il y a quand même pas mal de temps qui se passe. Donc il faut être assez prudent entre je dirais la première communication et l'accomplissement techno réel. Tout à fait, il y a toujours un fossé. En prenant l'exemple de l'IA, ChatGPT, on parle de ChatGPT aujourd'hui, c'est le résultat de 40 années de R&D. La blockchain, 15 ans, on le disait tout à l'heure, donc il y a encore du chemin pour arriver à des technologies totalement matures. Sarah, vous vouliez rajouter? Je ne sais plus, mais je vais ajouter autre chose. Là, on parle, et la plupart d'entre vous comprenez les termes qu'on utilise et ce qu'on fait, etc. Mais vous parliez d'obstacles tout à l'heure et ça m'est revenu. Un vrai obstacle aujourd'hui, c'est de faire beaucoup de pédagogie auprès des professionnels du cinéma qui ne sont pas du tout, qui pour certains n'ont même jamais entendu, ça va arriver la semaine dernière, entendu le mot blockchain, ne connaissent pas l'intérêt. Et on voit clairement deux générations de producteurs, les anciens et puis il y a des nouveaux qui commencent à raisonner dans notre sens et à comprendre ce qu'on dit. Mais ça, c'est beaucoup de pédagogie aujourd'hui à faire, surtout dans l'univers de la culture. Et voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est ce qu'on cherche à faire avec cette conférence, c'est ce que globalement l'association Blockchain Innov aussi cherche à faire dans de nombreux secteurs d'activité. Merci beaucoup, merci Sarah, merci Yannick, merci Ingrid.